Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Je suis très heureuse de vous accueillir à notre émission Il y a du terroir sur la table. Votre émission où la gastronomie de notre territoire entre lac et montagne accueille nos agriculteurs, nos producteurs, nos viticulteurs et restaurateurs et croise bien sûr nos artisans. Et ce sont des passionnés qui sont avec nous en ce lundi. On accueille Hervé Clair des fromageries de Saint-Ours et de Trévignan, également partenaires de notre émission et on les remercie énormément. Puis on accueille Nicolas Chapuis de Nature et Malice, apiculteur. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc une émission comme on les aime où le fromage prend toute sa place et ce soir elle prend sa place sur la table, dans les narines, vraiment sur le palais pour ceux qui sont déjà passés, n'est-ce pas Laura, Jean-Pierre et Sandra. Donc le fromage sur un plateau. Ce soir avec Hervé, on va tout connaître sur ces fromages de qualité et d'appellation. Mais avant, on revient sur les fromageries et les agriculteurs de notre secteur, et notamment de Saint-Ours et de Trévignan avec Hervé. Tu vas nous reparler un petit peu de tes fromageries et puis de ton travail à toi aussi. Bonsoir à tous. Les fromageries Entrelac et Montagne, c'est 2 sites de production. Donc, il y a un site qui est sur Saint-Ours. Donc à Saint-Ours, les agriculteurs vont produire du lait pour faire la tome de Saint-Ours et le moelleux. Et sur Trévignan, l'autre partie des agriculteurs vont faire la tome des Bauges. La tome avec un M. Un M, mais pourquoi justement ? Tiens, on peut redire pourquoi un M et pas 2 M ? Parce qu'avant, on appelait ça la Toma, donc c'était la tome des Bauges, et elle a toujours eu un M. Et d'accord. Après, quand il y a eu l'appellation l'IGP de Savoie sur la tome, donc la tome a été bien différenciée avec 2 M. Justement, ces appellations, on va en parler tout à l'heure et ça fera partie notamment de notre émission de ce soir, tout comprendre sur ces appellations. Alors donc, à Saint-Ours, la fromagerie Entrelac et Montagne, c'est 17 producteurs de lait. Il y a 11 producteurs sur Saint-Ours et il y a 6 producteurs sur Trévignan. Mm-hmm. Donc, le cahier des charges, pour produire tout ça, c'est d'avoir des races locales, c'est d'avoir une alimentation locale aussi, notamment basée sur, en ce moment, les vaches, elles mangent beaucoup de foin, oui. Du regain, des céréales, et puis, là, l'herbe, elle commence à pointer le bout de son nez, malgré la sécheresse, là. Donc, on attend vraiment la pluie qui va arriver cette semaine, on espère, pour pouvoir faire pousser cette bonne herbe qui nous fera de la bonne tome, bien sûr. On a encore du retard à l'heure actuelle sur cette herbe fraîche et verte. Oui, parce que... C'était une grosse question sur Grand Lac et son agglomération. Là, il manque vraiment des précipitations. Je veux dire, les nappes, elles sont vraiment basses. Les sources, elles baissent. On les voit baisser de jour en jour. Et voilà, donc là, il y a les réserves... à la pluie qui arrive demain après-midi, je crois, demain soir. Moi, je vais pas chanter pour faire venir la pluie parce que je chante trop bien. Ça va marcher, j'espère. Non, je plaisante. Bon. Donc, il y a des réserves de foin. Donc, les réserves de foin, oui, encore un petit peu de foin dans les bâtiments. Ça va faire juste la soudure. Donc, il y a déjà des personnes qui ont sorti leur troupeau qui commencent à manger un petit peu d'herbe. Mm-hmm. Voilà. Donc, 17 éleveurs. Mm-hmm. Donc tu en fais partie. Oui. Donc tu es agriculteur. Moi je suis agriculteur sur la commune de Saint-Ours. Je travaille. Ma ferme s'appelle la ferme des Oursons. Donc on est 3 associés à travailler. Donc on élève des génisses. On a une centaine de génisses et on a une centaine de vaches laitières. Mm-hmm. Et donc toute la quantité de lait est transformée sur le site de Saint-Ours parce que nous on produit la tome de Saint-Ours.
Donc à Saint-Ours, on a la fromagerie donc où on fabrique, où donc tous les agriculteurs amènent leur lait, c'est ça? Donc tous les jours, le lait il est collecté quotidiennement. Donc la transformation se fait tous les jours, sauf le week-end. Donc le lait est transformé dans les 3 grandes cuves qui font 3000 litres. Dans ces cuves de 3000 litres, on va faire 290 tomes avec 2 M. Voilà. Et donc ces tomes, après elles seront affinées pendant cette semaine. Donc les tomes ne seront pas affinés à Saint-Ours, elles sont affinées à Alex, en Haute-Savoie. Parce que donc à la fromagerie Entre-Lac et Montagne, on a un partenariat avec notre fromager affineur qui s'appelle Schmidhauser. Oui. Donc lui, c'est lui qui vient avec ses salariés dans nos locaux et c'est lui qui va transformer ce lait en fromage. Donc lui, il est fromager et affineur. Donc il nous payera le lait tous les fins de mois. D'accord. Selon la qualité du lait. Donc là, il y a un cahier des charges également là-dessus. Bien sûr, parce que pour faire du lait cru, il faut avoir du lait de très très bonne qualité. Donc, si les vaches sont nourries sainement, elles font du lait de bonne qualité. Puis, en principe, elles font du très bon fromage. Donc tout suit ensuite. Donc sur cette fromagerie, on peut voir de l'extérieur les gens travailler. Puisque c'est sur une baie vitrée. Il y a un petit parcours, il y a des panneaux d'indication pour vraiment connaître comment se passe déjà savoir ce que les vaches mangent, les races des vaches, et puis vraiment connaître toutes les étapes de la transformation. Donc vous pouvez visualiser de l'extérieur quand les fromagers, tous les matins, vous pouvez venir voir la fabrication, comment elle se déroule. Donc vous pourrez voir le caillage, vous pouvez voir le décaillage, et puis après quand ils font le moulage des tomes, et puis après dans les cuves il reste plus que le petit lait, le sérum. Oui. Donc ce liquide qui a encore beaucoup de valeur et qui est retransformé derrière. Comment? Après ce sérum, il est transformé, il est séché, il est déshydraté, et puis ça va faire de la poudre de lactosérum. Ah, d'accord. Donc le sérum, il est vraiment valorisé. Le sérum, on peut faire beaucoup de choses avec le sérum. On peut faire de la ricotta aussi. Il y a une usine à la Bâtie à côté d'Albertville, là où ils font de la ricotta. Et puis après, le sérum, il peut faire aussi de l'électricité. Donc ce sérum, il est méthanisé et donc il fait tourner des groupes électrogènes et voilà, ça nous fait de l'électricité. On n'en avait jamais parlé de cette partie-là, donc c'est intéressant de revoir. Donc rien n'est. Autrefois, à côté de chaque fromagerie, il y avait des élevages de porcs. Donc c'était les porcs qui valorisaient le sérum. D'accord. Voilà. Donc nous sur Saint-Ours, si on avait une porcherie à Trévignan, tout le monde avait sa porcherie, quoi. Ça, c'était avant. Ouais, ça, c'était avant. Maintenant, les porcs sont tous concentrés en Bretagne. C'est un petit peu peut-être. Ou ailleurs. Gardons nos vaches. Voilà. Gardons nos vaches et ce bon lait, ces bons fromages. Donc, à cette fromagerie de Saint-Ours, donc, où il y a cette fabrication de la tome de Saint-Ours, tome avec 2 M cette fois-ci, on a également un magasin. Donc, il y a un magasin, donc dans ce magasin, vous pouvez acheter, déjà déguster, parce qu'il faut demander, si vous connaissez pas nos fromages, il faut demander à nos vendeuses, qui sont là pour vous faire connaître tous les bons fromages. Ça peut être du fromage de vache, de brebis, de chèvre. Des fois, c'est mi-chèvre, mi-brebis. Voilà. Après, on peut déguster. Il y a du vin. Oui, il y a du vin de la coopérative de Cruet, il y a la bière. Il n'y a que de bons autres produits qui sont sélectionnés donc par vos soins. On a quelques légumes aussi. Oui. Et puis après, on a des temps forts dans la semaine, notamment le vendredi. On a Jean-François qui vient vendre ses poissons, puis les poissons de la mer. Et puis Eric, un primeur qui vend ses fruits et puis ses légumes. Donc un petit marché, c'est le vendredi. Tous les vendredis matins, et il y a une bonne petite ambiance. Voilà, des fois, il y a des personnes qui viennent faire des dégustations. Il y a des bancs, on peut prendre son pain, son fromage, et puis casser la croûte au soleil, là-haut. Tout à fait, boire le café, tout, c'est tout bien organisé. Donc voilà, après, on vous attend. La fromagerie de Saint-Ours, la fromagerie de Trévignan, donc un petit peu plus haut. Donc à la fromagerie de Trévignan, pareil, là-bas le site, tous les jours on transforme le lait transformé en tome des Bauges.
Il est transformé et il est affiné sur place. Hein. Donc, à côté du magasin, sous le magasin, il y a l'affinage de la tome des Bauges. Donc, là où il y a une nouveauté en ce moment, c'est le belvédère des saveurs. Oui. Donc, ce belvédère, c'est un parcours qui a été mis en place récemment pour les petits, pour les grands. C'est un parcours qui est ludique et pédagogique. Oui. Et il est surtout là pour faire connaître les fromages. Donc, on a une très belle vue, justement, sur ce belvédère. Alors donc, les promeneurs, ils évoluent entre des parts de fromage. Oui. Donc, sur ces parts de fromage, ils vont découvrir vraiment les secrets des fromages sous signe de qualité, parce qu'on a mis en avant tous les fromages sous signe de qualité. Donc, fromages avec IGP, les fromages en AOP. Hein. Voilà, on va faire un point ce soir sur justement ces fromages de qualité et d'appellation. Et on en a 8 au total. On en a 8 au total. Alors on va juste rappeler, voilà. Et puis ensuite, on parlera justement ce qui est IGP et ce qui est AOP. Donc ce parcours, les gens, ils vont évoluer derrière, entre des parts de fromage. Hein. Donc on voit déjà, il y a une grosse part de fromage sur le bord de la route. Hein. Et donc ils vont pouvoir écouter, ils vont pouvoir sentir, ils vont pouvoir regarder, ils vont pouvoir jouer parce qu'il y a un jeu qui est. Et puis après, bien sûr, ils pourront déguster. Alors c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Hein. Pour les petits et pour les grands. Voilà, tous ceux qui ont envie de s'intéresser à comment le fromage il est élaboré, comment il arrive dans l'assiette, et puis toutes les particularités qu'on a avec nos fromages de Savoie. Parce qu'on a de la chance d'avoir des fromages qui ont vraiment de la traçabilité, hein, parce que derrière toutes nous on a des IGP, on a des AOP, on a des labels rouges. Et ça c'est bien pour le consommateur, c'est quand même un signe. Donc ce belvédère, il est ouvert, il est gratuit, on peut y aller quand on veut. Il est en extérieur, tout le monde peut s'arrêter. Il y a même des tables, il y a des tables. Il y a un distributeur pas très loin justement à Trévignan de fromage et puis aussi de casse-croûte, on va dire, de terrine, de pain. Donc on peut servir du distributeur pour aller en dehors des horaires de vente. Pour vous dépanner, on a installé un distributeur à fromage. Donc il y a du fromage, il peut y avoir du saucisson, il y a des œufs, il y a des fromages blancs, il y a tous les bons produits qui peuvent vous régaler tous les jours. Si vous avez une envie de fondue, on a même une fondue qui est toute prête à réchauffer. Oui, qu'on avait goûté, qui était excellente. On a de la raclette qui est prête à faire fondre aussi. Il y a du beurre. C'est vraiment un commerce de proximité pour vos dépannages du quotidien. Hein. Donc même des artisans qui s'arrêtent avant de partir sur les chantiers, qui prennent leur fromage et leur saucisson. Donc, on peut donc aller sur le belvédère, y passer son petit moment en faisant son casse-croûte juste avant. Donc le parcours il est arboré, il y a des arbres, et puis il y a des tables, vous pouvez vous installer puis pique-niquer un petit peu là-bas. Voilà. Donc en plus vous avez une super belle vue. Hein. Oui. Super belle vue sur la chaîne de l'Épine, hein. Et donc la dent du chat, vous voyez une grande partie de l'Albanais, vous voyez le Semnoz, la montagne du Semnoz, et puis si on se retourne un peu, on voit le Mont-Revard. Voilà. Donc ça c'est le belvédère et c'est à Trévignan. Voilà. Alors ça c'est juste en dessus de la cave d'affinage où il y a les tomes qui sont affinés sous les pieds, quoi. Combien de tomes on a d'affinage environ, hein, c'est une petite colle ce soir. Mince. Elle est collée là. Qui c'est qu'on peut appeler? Je ne les ai pas comptés ce matin. Qui c'est qu'on va appeler? Je ne les ai pas comptés. Bon alors ça sera une question, on reprendra la prochaine fois que tu seras avec nous. Nicolas, peut-être il les a comptés, non? Allez, c'était une petite colle, on saura la réponse une prochaine fois. Voilà. Donc on revient sur nos fromages et nos IGP et AOP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, IGP. Bon, il sait Jean-Pierre, je parie. Alors IGP, c'est une indication géographique protégée. Ouais. Voilà. Et une AOP, c'est une appellation d'origine protégée. Donc la grande différence des deux, c'est que l'AOP, on demande à ce que le produit soit transformé et affiné sur place, sur le site. Voilà. Alors que la différence avec l'IGP, il n'est pas forcément, c'est pas une obligation qu'il soit affiné sur le site, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc dans ces IGP et ces AOP, on a trois IGP. Hein.
Donc, Oui. il y a la tome de Savoie, qui est l'emmental. Et puis, le dernier qui est arrivé, là, c'est la raclette de Savoie. Ah. La raclette de Savoie. Et elle vient juste d'arriver. C'est-à-dire, qui dit que on va après, lui donner... c'est un organisme qui va certifier, IGP. qui va... Parce que derrière l'IGP, il y a beaucoup, c'est des cahiers des charges. Donc, pour connaître ces cahiers des charges, en grande partie, en Savoie, il faut avoir des races précises. D'accord. Donc, ces races, vous les connaissez, les 3 races locales pour faire soit des IGP, soit des AOP. Oh, pas trop. Donc, on a l'Abondance. Donc, elle est originaire de la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie. Elle se reconnaît facilement à sa robe à cajou, sa tête, ses pattes, sa queue et son ventre sont blancs. Ah oui. Elle a souvent des taches autour des yeux qui ressemblent à des lunettes. Et pour les protéger du soleil. C'est une vache emblématique qui fait le reblochon, notamment, et l'Abondance. Voilà. D'accord. Donc, elle porte la vache le nom du abondance. village, de la vache et du fromage. Donc, le reblochon et l'abondance, c'est la vache abondance. Voilà, cette c'est la vache race-là. abondance. Donc après, on a la Tarentaise, la Tarine. Mhm. Donc elle est originaire de Tarentaise en Savoie. Elle est de couleur noisette, avec des yeux sombres, comme maquillés, de noir. Et on trouve cette race en Tarentaise, en Maurienne, en Beaufort et dans les Bauges, bien sûr. D'accord. Et c'est la vache emblématique du Beaufort et puis notamment de la tome des Bauges. D'accord. Voilà. Donc, et puis la dernière, donc c'est la Montbéliarde. Oui. Alors, donc, elle est plus originaire du Jura et du Doubs. Sa robe, elle est blanche avec des taches marron sur tout le corps. On la trouve notamment dans les Alpes du Nord, Massif central, et puis bien sûr en Savoie, parce que c'est bien acclimaté en Savoie. Il y a, sur le bas de la Savoie, il y a quand même beaucoup de troupeaux de race Montbéliarde. D'accord. C'est une donc, bonne laitière, c'est une race qui est mixte, qui fait à la fois du lait, puis qui peut être bien valorisée en viande. Voilà. Donc ça, c'est les 3 races. Et puis, il y en a une, parce que dans tous nos IGP, nos AOP, il y a un fromage qui n'est pas fait avec de oui, vache. parce que là, donc, on a l'emmental, on a le Beaufort, le reblochon, la tome des Bauges, la raclette, l'abondance, la tome de Saint-Ours, bien sûr. Et bien sûr, il nous en manque un, parce qu'on est à 7, si je sais bien compter. N'est-ce pas? Le dernier, ouais. Alors, c'est un fromage de chèvre. Alors Voilà. bon, je le sais, mais je vais te laisser en parler parce Donc c'est un que fromage de chèvre. Il se fait en grande partie avec une race qui s'appelle l'Alpine, ou la chèvre de Savoie, qui monte en puissance en ce moment, parce que c'est une belle race qui est de couleur. Quelle couleur? Elle est blanche et noire. Voilà, ça c'est la chamoisée, celle-ci, la marron, qui ressemble à la Tarentaise. D'accord. Voilà. Donc on va retrouver. Donc elle est blanche, tu dis? Ouais, elle est blanche et noire. Blanche et noire. Voilà. Donc c'est une chèvre. Et donc notre fameux 8e fromage. Donc cette chèvre, elle va faire AOP ou IGP? C'est AOP. AOP. Voilà. Donc elle va faire le fromage qui s'appelle le chevretin. Le chevretin. Voilà. Donc le chevretin, il se fait essentiellement avec ce lait de chèvre. Et actuellement, c'est sûr que les chèvres, elles sont toutes taries. Et là, elles commencent à faire les petits. Et il faudra attendre un peu pour avoir le lait. Pour avoir le lait, puis après avoir le fromage, quoi. Moi, je l'ai déjà goûté, si je me souviens bien. Tu nous l'as déjà apporté. Ouais, j'en avais aussi pris à la fromagerie de Saint-Ours, voilà. Du chevretin. C'est très, très, très avant, bon. on avait un producteur qui était vraiment proche, qui était dans le massif des Bauges, là, le seul producteur, et il a arrêté la production de chevretin. Il est reparti sur une autre région, donc il produit plus de chevretin sur le massif des Bauges. Donc c'est un AOP, celui-ci. Oui, tout à fait. Donc il y a d'autres agriculteurs au final, d'autres fromagers qui le font. Il y en a beaucoup. Après, dans tous ces fromages, il y a des fromages qui se font soit dans des laiteries, soit chez les agriculteurs. Et après, derrière ces fromages, on a encore une trace que vous devez connaître, c'est les pastilles de caséine qui sont soit rouges, soit vertes. Oui. Donc, quand on a des reblochons qui sont estampillés avec une petite pastille rouge, tiens, dis-nous un petit peu, la pastille rouge, c'est quoi alors? C'est le lait qui est issu de la laiterie, donc le lait de plusieurs producteurs, quoi. D'accord. Et quand la pastille est verte, ça vient uniquement d'une ferme. Voilà. Donc c'est le lait d'un seul producteur. Donc c'est vrai que beaucoup se dirigent sur la pastille verte parce qu'ils pensent que le reblochon est meilleur, alors que pas forcément. On goûtera celui-là. C'est une pastille rouge. Ça, c'est une pastille rouge.
Donc après les goûts, C'est les un couleurs, choix. c'est un C'est un choix. choix. Les goûts, les couleurs, il y a des choix qui sont des goûts qui sont plus prononcés. Après, Parce qu'on peut avoir aussi des a priori, et c'est vrai que c'est bien d'en parler, de pouvoir connaître aussi un petit peu plus les choses. ah bah bien sûr. Par De les toute façon là, agriculteurs. le lait qui est mis en commun, c'est quand même bien. Mhm. Parce que pourquoi on a eu toutes ces autrefois, les gens sont toujours réunis pour faire le fromage à plusieurs, hein, notamment quand on remonte un peu dans le temps, même nous sur Saint-Ours, sur Trévignan, les fromageries, elles faisaient un fromage qui est ici, hein, ça s'appelle de l'emmental. Mhm. Donc elles faisaient uniquement de l'emmental. Il y avait qu'un fromage qui était fait, parce que pour faire un emmental, il faut combien? Il faut 700 litres de lait, 750 à 800 litres de lait. Donc, on avait intérêt d'être plusieurs pour faire ce même fromage. Pour avoir du lait, Voilà, ouais. parce qu'avant, la production de chacun, elle était quand même plus petite. Et puis, les gens s'étaient toujours réunis pour amener le fromage, amener le lait à... Et oui, on n'imagine pas tout ça Voilà. quand on mange notre fromage. Bien sûr. Les fruitières, elles sont nées, c'était le fruit des exploitations. Mhm. Voilà. Et donc, on a plusieurs textures. On a du fromage qui est Il y a les persillé. fromages... Comment on peut il y a tous les fromages qui sont à pâte cuite. Hein. Donc, justement, l'emmental, c'est l'emmental, le Beaufort. L'abondance, ce sont des pâtes cuites. L'abondance, non. L'abondance, non, c'est pas, Non. c'est pas cuit. C'est pas Parce que cuit. le lait, il est chauffé jusqu'à à moins de 50 degrés. Donc, l'emmental, il est chauffé à 55 degrés pour le faire, quoi. Et puis après, lui, sa particularité, parce qu'il a des trous, hein. Oui. Donc, après, c'est que ce fromage, il va être affiné dans des caves chaudes. D'accord. Voilà. Donc après, c'est du gaz carbonique qui se développe et puis qui forme ces trous. Ces petits trous. D'accord. Voilà. C'est pas les souris, donc. Hein. Ah, c'est pas les souris. On pourrait croire que c'est sur les souris, mais non, justement pas. Donc c'est une histoire de température, alors. Ouais, parce qu'après, tous les fromages, à la base, il faut toujours de la présure, il faut des ferments pour faire le fromage. Après, la différence, elle se fera entre les différentes étapes de fabrication, de chauffe, notamment pour le transformer, de décaillage, hein, savoir si on décaille, on fait du gros grain, du petit grain. Et puis après, ce sera notamment sur l'affinage. Donc les affinages des fromages, ils seront différents selon les fromages. Selon Voilà. leur nom, tout simplement. Le chevrotin, c'est donc un fromage un peu comme le reblochon. Il est à pâte pressée, mais non cuite, c'est ça? Tout à fait, pas de pressé. Voilà, c'est un fromage qui fait 250 à 250 grammes. Mhm. Donc, il a un goût. Il a un goût de lait chaud de chèvre, hein, Oui. fleur des champs et d'herbes aromatiques. Et Donc, puis, sa il y a zone de production, c'est la Haute-Savoie, le massif du Chablais, les Aravis, le Mont-Blanc. Hein. Et puis, il y en avait un dans les Bauges, mais il n'y est plus. Voilà. On parle de croûte aussi dans les fromages. Donc le chevrotin, lui, il a une croûte très très fine, Ouais. comme le reblochon. Tout à fait. Voilà. Donc, lui, c'est cette croûte blanche. Hein. Ouais. Donc, il n'est pas affiné dans des caves pour pas qu'il prenne le poil de chat. D'accord. Parce que le poil de chat, c'est ce poil On a qui est sur la tome. la tome. Voilà, tome des Bauges, tome de Savoie. Et donc, le chevrotin, non, il lui reste blanc. Tome de Saint-Ours. Hein. C'est justement une petite question. Est-ce qu'on peut manger cette croûte? Il y en a qui la mangent, il y en a qui ne la mangent pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas, aussi, tous les deux? Nous, on l'a toujours mangé, donc... Ouais. Moi, je ne mange pas. Non, après, il y a un petit peu, je trouve qu'il y a un petit peu d'amertume. Puis bon, Ça change le goût, après, au contraire, ça pourrait donner du goût. Peut-être je sur sais pas, certains. si toi, t'aimes bien avec. Oui, j'aime bien. Après, c'est vrai que nous, de gamin, on l'a toujours mangé. Donc, Voilà. éventuellement, sur la tome, le poil de chat, on le raclait avec le racle un pinel, petit peu, mais, oui. Mhm. Mais non, moi, j'aime bien la croûte. Ça donne un peu de consistance. Et puis ça donne un goût Un plus autre concentré. goût. D'accord. Bon, après, voilà. On va dire qu'on peut, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, mais il y a beaucoup de mains aussi qui passent sur les. C'est sûr. Non, mais nous, on est résistants, c'est bon. Ah oui, vous êtes résistant. Et tiens, la meilleure façon de déguster un fromage, est-ce qu'il y a une technique, une façon par rapport à la température? Est-ce qu'on le met au frigo? Est-ce qu'on le met pas au frigo? On le met au frigo, on le met à la cave, on le met au frigo pour le conserver. Et puis après, quand il est au frigo, il faut surtout le sortir
faut le sortir à l'avance. Ouais. Voilà, pour que ils reprennent la température ambiance, puis c'est à ce moment-là que ça va vraiment développer tous ces arômes, ces goûts, et puis même la texture. On va voir la texture sera vraiment différente. Donc voilà. Le chevreautin, par exemple, qui a des arômes frais et fruités, avec un bon vin blanc de Savoie, comme des cépages Jacquet Roussette. Ouais, ça peut être bien. Ça peut bien aller, ouais. Ouais. Ça peut bien aller. Et puis en rouge, on pourrait aller sur quel fromage, là, par exemple? Avec une mondeuse, tiens. Moi, je sais que la tome de Saint-Ours, je l'aime bien. Tu l'aimes bien comment, toi, Hervé? Avec une bonne mondeuse, une Saint-Jean, la Saint-Jean de la Porte, ça va pas trop mal. Ouais, ça. Et avec le miel, tiens, le fromage, c'est très bon aussi avec le miel. Ouais, et ça, beaucoup miel de brebis, fromage de brebis, fromage de chèvre, la tome aussi. Ouais. Ça refait un côté sucré-salé. Sucré, ça réadoucit. Super. Donc on a vu nos 8 fromages d'ici. Ouais. Hervé. Donc je sais pas, on peut pas parler par exemple. Nous on a pas mal autour de chez nous, autour de l'exploitation. On a donc zone de production tome de Saint-Ours. On est juste à côté de chez nous. On a la tome des Bauges, et puis on est limitrophe aussi avec ceux qui peuvent faire de l'abondance, parce que l'abondance, il se fait jusqu'à Cusy. D'accord. Donc c'est un village qu'on est limitrophe, quoi. D'accord. Voilà. Donc nous on n'a pas eu la chance d'avoir de ces autres appellations, quoi. Oui, mais c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Après, quand on est dans chaque territoire, parce que donc on a parlé des races, on a parlé des territoires. Il faut être dans un territoire défini. Oui, tiens, oui. Et donc, voilà, nous on est uniquement dans le territoire tome de l'aide IGP de tome de Savoie. Et donc, on a dit que c'est ces races, et puis surtout de l'alimentation. Donc, cette alimentation, elle est bien à base d'herbe, qui va bientôt arriver, là, de foin, de regain, des céréales qui sont produites sur la ferme. Parce que la vache, quand elle mange de l'herbe, du foin, ces végétaux, ils sont quand même riches en oméga, en oméga 3. Ouais. Donc ça, c'est quand même bon pour la santé. Pour la santé, hein. À comparer, de certains endroits, les vaches sont nourries différemment, on ne retrouve pas les mêmes oméga, tout simplement. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un signe de qualité. C'est pas marqué sur l'étiquette, mais il faut le savoir, quoi. C'est une grande importance. Justement, heureusement que tu es là pour nous en parler. C'est vraiment notre expert. On apprend tout. On apprend tout avec Hervé. C'est toutes des petites choses. Après, quand on s'intéresse à ce qu'il y a dans l'assiette, à ce qu'on mange, il faut discuter avec les producteurs, avec les vendeuses, avec les agriculteurs, tout simplement, pour qu'ils expliquent leur façon de faire, parce que derrière tout ça, c'est de l'engagement, c'est les choses, on fait pas comme on veut, comme ça. Donc on a des règles qui s'appliquent, et voilà, donc ça donne naissance à des fromages qui sont différents, qui font des beaux plateaux, et donc voilà, donc on peut les déguster, les déguster, et puis les apprécier à sa juste valeur, parce que derrière, c'est quand même un travail du quotidien des hommes et des femmes qui s'engagent à faire leur travail du mieux possible. Oui. Et puis non seulement elles font leur travail, mais après il y a une chose que les gens participent tous les jours, c'est que ces hommes et ces femmes, ces animaux, ils entretiennent le territoire, ils font une belle carte postale, quoi, derrière tout ça. Exactement. Et si on a de la chance d'être en Savoie, c'est grâce à tout ça, quoi. C'est grâce aussi à tout ça. Voilà, parce qu'après, on se demande pourquoi il y a beaucoup de monde en Savoie, mais tout le monde veut venir en Savoie, mais on parle pas de toutes ces choses. Et donc, quand on achète du fromage, il n'y a pas qu'un prix. Derrière, il y a des gens qui sont investis pour faire des fromages ces gens, de qualité. Hein. Et après, il faut juste avoir une pensée pour dire, mais ça, c'est pas arrivé comme ça sur le plateau. C'est pas de l'industrie, c'est pas de l'industriel, c'est de l'artisanal. Et voilà, c'est toutes des choses qui sont différentes. C'est passé dans les mains, c'était affiné, ça a mis du temps. C'est un très grand travail, et voilà, c'est aussi un travail de passionné, parce qu'être agriculteur, c'est pas facile tous les jours, hein.
On le sait bien. Ah bah oui. Hein donc c'est vraiment l'amour de on est ce heureux de métier, faire de notre métier. Hein. de ces bêtes, et puis ensuite voilà ce qu'on a sur nos plateaux à table entre amis et en famille. Bah ouais, de faire plaisir aux gens. Bah, quand il y a du fromage sur le plateau, bah, c'est quand même bien. Quoi. C'est ça. C'est tout un acheminement, quoi. C'est exactement et ça cette se fait profession. pas du jour au lendemain. Il faut une année pour construire tout ça, quoi. D'année en année, de saison en saison, même parce que voilà, on arrive au printemps, après derrière sur les fermes, il y a les travaux qui changent, il y a le travail de la ferme, voilà. Là on est reparti pour faire, là ces temps on fait les travaux d'entretien sur des clôtures, on a hercé les prés, préparé les prairies pour qu'elles puissent pousser au mieux. Donc il y a les cultures de céréales, là, il y a les labours qui commencent à se faire. Et puis après, il y aura la sortie des vaches, des génisses, toutes ces choses-là, quoi. Et à côté de ça, voilà, il y a aussi la pédagogie avec tous ces parcours ludiques, avec la ferme des oursons aussi, où vous accueillez oui, à la ferme des oursons, on du accueille public, des enfants, pour leur apprendre beaucoup de scolaires pour leur apprendre justement. Et puis peut-être pour donner des envies aux petits ou à d'autres de faire ce métier plus tard. Il existe pas mal de petites brochures sur chaque fromage qui sont en appellation, en AOP et en IGP. Donc ces fameux 8 fromages qu'on vous a présentés ce soir. Bien sûr, Hervé vous a présenté tout ça. Où est-ce qu'on peut retrouver ces petites brochures? Dans la fromagerie Dans la fromagerie. À la fromagerie. Alors, dans l'espace pédagogique qui est sur le Belvédère des Saveurs. Oui. Donc, il y a un jeu et on évolue tout le long. Et donc, on a des grosses meules qui sont installées par terre là et qui vont représenter tous les fromages. Puis à la fin, il y a un rébut et il faudra donner la réponse aux questions. Puis donc, les personnes auront droit à une dégustation à la fromagerie. D'accord. Et puis donc, à la fromagerie, on retrouvera tous ces dépliants où il y a tous ces fromages de voilà, ces petits qualité, dépliants, quoi. donc Voilà. on reprend l'emmental, la tome des Bauges, l'abondance, la raclette maintenant, le reblochon, le Beaufort et la tome de Saint-Ours, et puis le chevrotin. Et dans ces brochures, vous avez aussi des recettes. On a oublié la raclette, non ? Non, je l'ai cité, la raclette. Bon, je l'ai cité. Mais on peut le redire. Et dans ces brochures, vous avez des recettes super sympas. Oui, tiens, dis-nous. La raclette, qui est IGP, oui. Donc elle est uniquement nature, parce que maintenant, il y a beaucoup de raclettes qui sont au poivre, qui sont aux herbes et tout. Mais l'appellation, elle est uniquement sur la raclette nature. Sur la nature, oui. Voilà, c'était aussi... non, mais c'est important de le dire. Justement, tout à l'heure, j'avais envie de te poser cette question sur toutes ces raclettes qu'on voit dans tous ces sens du terme, au poivre, au vin blanc. Donc ça, c'est la nature et c'est bien comme ça. Donc c'est la seule qui a l'appellation raclette de Savoie. Raclette de Savoie, elle est faite uniquement en Savoie et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Voilà, donc donc ça c'est une pâte pressée non cuite. Donc l'IGP, il est depuis 2017. Oui. Donc c'est une meule qui fait environ 6 kilos. Donc, on retrouve des arômes équilibrés et lactés, boisés et fumés. Donc, sa zone, c'est la Savoie, c'est la Haute-Savoie, et puis quelques communes de l'Ain et puis de l'Isère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh bien, il y a 8 semaines d'affinage. Oui. Voilà, 8 semaines d'affinage. Et puis, donc, ça représente sur les 2 départements, là, ça représente un tonnage de 2800 tonnes de... Ah oui. Voilà. De raclette. De raclette. Voilà. Waouh, c'est énorme, Et donc, derrière tout ça, il y a des producteurs fermiers, puis il y a du fromage qui est fait en laiterie. Donc là, c'est vrai que on dit que la raclette de Savoie IGP est unique, ne vous y trompez pas. Et dans cette petite brochure, on retrouve justement l'authentique recette de la raclette de Savoie en IGP, mais on a encore plein de petites recettes. Le maquis de raclette de Savoie en IGP, avec à l'intérieur un caviar d'aubergine et truite fumée. Donc c'est assez simple à réaliser. Il suffit de couper une tranche fine
de votre morceau de raclette. Et comme on dit, le maquis, donc c'est ce qui entoure la petite préparation. Donc caviar d'aubergine, truite fumée. Vous voyez, on peut avoir plein de recettes super sympas. La crème de petits pois, croquettes de raclette de Savoie, IGP au flocon d'avoine et menthe. Et ça, c'est dans toutes les petites brochures. Alors, il y a plein de recettes. Il y a le risotto d'abondance, la salade quinoa lentilles abondance. Et donc ces petites brochures, vous les retrouvez donc à la fromagerie de Saint-Ours et Trévignien. Et puis sinon, vous pouvez nous demander sur notre Instagram, il y a du terroir sur la table, et on vous fera passer tout ça. Merci Hervé, tu restes avec nous. Pas de problème. Si tu as envie de rajouter des choses, on le fera après. On va faire une petite page de musique. On se retrouve avec les abeilles et les produits de Nature et Malice de Nicolas Chapuis. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on est dans notre émission Il y a du terroir sur la table. Et on se retrouve donc avec, comme toujours, Hervé Clair qui nous présente des passionnés, comme ce lundi, dans votre émission. Et c'est avec, ce soir, Nicolas Chapuis de Nature et Malice. Voilà une autre petite, un nouveau que tu nous présentes. Ah bah ouais, c'est lui qui nous vend. Il nous propose son bon miel à la fromagerie de Trévignien. Donc Nicolas Chapuis, qui est apiculteur depuis plusieurs années, c'est ça? Parlez-nous un petit peu de vous déjà dans un premier temps, et puis ensuite on parlera des produits que tu fais. Oui, donc moi je suis apiculteur depuis longtemps, apiculteur professionnel seulement depuis 2020. Et je me suis installé donc sur l'ancienne ferme de mes grands-parents sur Trévignien, donc par passion évidemment pour les abeilles, mais également par passion pour la nature et puis pour le monde agricole. D'accord, donc une passion au départ. Une passion au départ, j'ai toujours été de toute façon très proche de notre terre, de notre terroir, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette difficulté à m'être éloigné de ce monde pendant une grande partie de ma vie. Voilà. Donc il fallait impérativement que je revienne à la terre, à la nature et à notre terroir. Tu étais parti dans quoi sinon? Mon métier de départ, c'est visiteur médical, donc d'accord. ça n'a vraiment rien à voir. Et j'ai jamais été très stable parce que j'étais pas dans mon élément. Donc et puis après j'ai été cadre pour une grosse société de formation. Et en 2019 j'ai tout envoyé bouler. Je me suis dit je retourne à mes abeilles. Le Covid a fait réfléchir. Alors c'était même avant. Ma décision était avant le Covid, mais par contre c'est vrai que le Covid m'a donné un élan fantastique. D'accord. Voilà. Visiteur médical, mais en final ces petites abeilles, elles en ont bien besoin de ce visiteur. Donc une passion de départ. Aujourd'hui donc apiculteur, donc quelques années maintenant derrière. Combien d'abeilles? Alors d'abeilles, ce serait compliqué. Combien de ruches? On va plutôt compter en ruches. Sur une période de production cet été, j'aurai 150 ruches. Ah, oui. Donc quand on sait que en plein été, enfin plutôt au début d'été, on a 60 000 abeilles dans une ruche, voilà. Oui, on multiplie à peu près. On évite de compter en nombre d'abeilles. D'accord. Donc j'ai une petite production. Donc c'est à Trévignien, les ruches sont à Trévignien, elles bougent ou pas? Elles restent là-bas? Comment ça se passe un peu? Alors je suis chantre de l'apiculture traditionnelle. Un peu une apiculture paysanne, donc je transhume très peu. Oui. Je me limite de toute façon à la Savoie. Un peu Haute-Savoie, mais bon, c'est pareil. Voilà. Mes ruchers les plus éloignés sont en Haute-Tarentaise. C'est des ruchers d'été où je fais du miel de haute montagne à 1800 mètres en alpage. Mais sinon, je suis vraiment sur un produit local de proximité.
Voilà, je transhumer, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller faire du miel de lavande, c'est pas ma façon de travailler, c'est pas ma façon de voir les choses. Donc 150 ruches, c'est ça? À peu près, oui. Ce qui est énorme, hein? Non, je suis vraiment je suis un tout petit. D'accord. Je suis vraiment un tout petit, mais c'est aussi mon Moi, choix. ça me paraît énorme. Si je devais voir ça sur un terrain, j'ai l'impression que ça serait... Dans le sud-ouest, on a des exploitations à 2000 ruches. Ah oui, d'accord. Mais sur 2000 ruches, ils ont 25-30 ruchers. Et on ne travaille pas tout à fait de la même façon. Voilà, exactement. j'ai pas de semi-remorque, j'ai pas de grue, voilà. Je travaille à la brouette. Et en même temps, c'est la passion aussi de ce travail d'apiculteur. C'est la passion de ce travail. Donc professionnel, tu as dit aussi. Des abeilles. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une formation qui est passée. Pourquoi est-ce qu'on dit professionnel? Parce que l'apiculture est une discipline qui a cette particularité d'avoir un nombre impressionnant de ce qu'on appelle apiculteur amateur. Oui. C'est-à-dire que la personne qui a jusqu'à 20 ruches dans son jardin, voilà, elle va pas en vivre. Donc on va pas la considérer comme professionnelle. Ah oui, d'accord. Pour autant, elle a le droit d'avoir un sirette et de vendre du miel tant qu'elle fait ça dans les règles. D'accord. Savoir que la Savoie et la Haute-Savoie, on est les départements de France avec le plus grand nombre d'apiculteurs, mais pas forcément sous un statut professionnel. Est-ce que ça s'apprend d'être apiculteur? Est-ce que toi, tu as appris à l'être ou ça s'est fait sur le tas? Enfin, on t'a appris, comment je veux dire Un peu les deux. Un peu les deux, d'accord. Donc j'ai... Tu as des maîtres alors, déjà, dans une première étape, j'allais au rucher école de Renac, à la Motte-Saint-Alex, oui. Donc qui est tenue par l'association de l'apiculteur savoyard. Donc là où on apprend pas mal, on a toute une partie de septembre à décembre et une petite partie janvier où on est plus sur de la théorie, sur vraiment l'abeille, son milieu. Voilà, on est sur de la théorie. Oui. Et puis à partir de mars, suivant la météo bien sûr, on a une partie pratique où là on peut s'exercer sur les ruches qui sont à la motte. Et puis moi j'ai eu cette chance pendant le confinement donc de rencontrer presque par hasard un apiculteur de Grésy-sur-Aix, Philippe Bonnet, qui prend progressivement sa retraite. Alors très progressivement, parce que c'est un passionné et que j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. C'est difficile, oui. Et on s'est plus quitté, on s'est mis à travailler ensemble. Il m'a vraiment beaucoup c'était beaucoup peut-être appris. une transmission aussi de sa part. Une transmission de savoir-faire, voilà. sans aucun doute. Oui. C'est magnifique d'entendre ça. Donc après, comment ça se passe sur ces ruches en elles-mêmes? Donc les abeilles, elles viennent à un moment donné. Et puis, qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a une reine Alors, une abeille, une ruche, c'est ce qu'on appelle une colonie d'abeilles, qui est, comme je disais, les fin de printemps, début été, c'est 60 000 individus, mais c'est une seule et même entité en termes de conscience. Oui. En fait, elles ont une organisation sociale qui fait que la ruche est une. D'accord. Elle est composée d'une reine. Oui. Donc qui, malgré son nom, n'a vraiment que pour seule fonction la reproduction. Oui. Puisque c'est une abeille au départ. C'est une abeille femelle qui a été nourrie différemment pendant sa phase de larve, et ce qui a développé ses organes sexuels et qui lui a permis donc de pouvoir pondre des abeilles. Donc une ruche est composée d'une reine, elle est composée d'ouvrières, donc ce sont essentiellement des femelles, et de quelques abeilles mâles qu'on appelle communément le faux bourdon. Oui. Qui n'a rien à voir avec le bourdon, le vrai bourdon. Voilà. Donc, et tout s'organise autour de ce petit monde avec des rôles qui évoluent selon l'âge de l'abeille. D'accord. Donc, une abeille, elle commence par
pour vulgariser un peu, faire le ménage, être nourricière des larves, et puis progressivement, elle va évoluer dans ses fonctions jusqu'à terminer sa vie comme butineuse. C'est en fait l'abeille butineuse, c'est qu'elle est au dernier stade de sa vie. Ah oui. Oui. D'accord. C'est ce qui va la faire mourir plus rapidement d'ailleurs. D'accord. Le fait de voler, de s'épuiser. Ensuite, dites donc. Donc maintenant, on aura une autre image des abeilles qui viennent butiner nos fleurs alors. Oui. Ensuite, comment se fait ce fameux miel alors ? Alors le miel, c'est du nectar. Le nectar, donc c'est cette eau sucrée que sécrètent les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Oui. Et en fait, les abeilles vont tout simplement pomper cette eau. Oui. Elles vont la ramener à la ruche. Elles vont se la passer d'abeille en abeille pour l'amener donc dans des alvéoles où là, elle va être déshydratée. Oui. Donc par un système de ventilation, puisque les abeilles en climatisation et un chauffage naturel, si on est l'été ou l'hiver. Et en fait, ça va déshydrater cette eau et ça va concentrer les sucres. Oui. Et c'est ce qui va, elles vont rajouter quelques enzymes et c'est ce qui va produire le miel. Produire le miel. Voilà. Donc après, ta partie, on va dire, de récupérer ce miel. Oui. Donc la un partie miel la moins de Savoie, donc, pour les abeilles. Le moins sympathique pour elles. Ouais. Mais après, en tout cas, moi je récolte, mais la plupart des apiculteurs, on ne récolte que leur surplus. Le surplus. C'est-à-dire, on les laisse faire leur stock de nourriture classique. Et la partie qu'on pose au-dessus des ruches, c'est-à-dire les hausses, là c'est leur surplus, c'est ce que nous on va aller récolter. D'accord. Donc tu récoltes le miel. Oui. Tu mets en pot. Alors je le récolte. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, non, mais on récolte, on extrait. Donc on passe les cadres de récolte dans des sortes de centrifugeuses. Ah oui. Donc en tout cas, la méthode que j'utilise, qui est la plus courante, il y en a d'autres qui vont presser, mais moi la méthode que j'utilise c'est par centrifugeuse. Oui. Donc on va pouvoir récolter le miel comme ceci. Après on va avoir des phases de filtration parce qu'on va toujours retrouver des morceaux de cire, des impuretés. Donc on va vraiment avoir une phase de filtration, une phase de décantation pour vraiment les dernières micro impuretés remontent. Oui. Et ensuite, on va pouvoir le mettre en pot. D'accord. Donc on dit bien que c'est un miel de Savoie puisqu'il est fait à Trévignan. Tout à fait. Donc tout est centralisé donc dans la ferme. Alors mes ruchers sont pas tous sur Trévignan, mais ils sont tous dans les alentours, à part, comme je disais tout à l'heure, le Haute-Montagne. Mais tout le travail qui se fait ensuite pour le mettre en pot ou Alors jusqu'à maintenant, je le faisais à Grésy-sur-Aix avec donc Philippe Bonnet qui m'a appris le métier. Oui. Et je suis en train de faire des travaux d'une miellerie. D'accord. Voilà. Donc dans la ferme de Trévignan. Alors pas dans la ferme, mais sur pas loin. Pas loin. D'accord. Donc c'est du miel de Savoie, oui. Donc miel de montagne. Miel de montagne, tous mes ruchers sont en zone d'agriculture de montagne. Oui. Donc, je suis sur un miel de Savoie de montagne. Et après, on a différentes mielées. Les mielées, c'est un peu les parfums de miel, comme on va dire. Oui. Là, ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est un miel toute fleur. C'est même un toute fleur d'été qui est, pour le coup, vraiment issu des ruchers de Trévignan. Mais après, on va avoir différentes mielées selon les années, selon la météo, selon l'emplacement du rucher. Oui. Donc on va avoir, moi en général, le premier miel que je sors en début de saison, c'est du miel de pissenlit. Alors rien à voir avec ce qu'on appelle dans certaines régions le miel de pissenlit, qui en fait est une confiture de pissenlit. Là, c'est vraiment du vrai miel de pissenlik. Donc, les abeilles sont allées. Les abeilles raffolent du pissenlit. Et donc, ça donne un miel qui est. Et ça donne quoi comme goût, tiens? Tu connais Hervé, toi? Ouais, je connais. Ouais. Il faut que ce soit des années
Un pissenlit, parce que des fois, on n'a Ouais. pas de pissenlit. Ouais. Et pourquoi on n'a pas de pissenlit? Moi, je sais pas. Parce que c'est les campagnols qui mangent les racines des pissenlits. Et des années, on n'a pratiquement pas de pissenlit. Et c'est d'accord. Donc, D'accord. Non, mais toi, tu en as. Moi, j'en ai en général. Et ça donne Ouais. quel goût alors? Alors, c'est un miel qui est très fort. Très fort. Qui est très fort en amertume, mais pas la même amertume que le châtaignier. Et c'est un miel qui va cristalliser très très rapidement. D'accord. Ouais, Alors Une couleur, la couleur identique. jaune, jaune vif, Vif. jaune vif. ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo ça. Bah, moi, j'en ai jamais vu. Hein, Dur à miel de tartiner, pissenlit. Très, Ouais. plutôt très dur à tartiner. C'est un miel qu'il faut consommer rapidement parce qu'après il devient vraiment très dur. D'accord. Donc, D'autres miels. le miel de pissenlit. Après, en général, on va enchaîner sur ce qu'on a le miel d'acacia. Mhm. Donc, le miel le plus doux, mais aussi un des plus demandés. Le toute fleur de printemps. Donc là, on va retrouver un peu toutes les petites fleurs de printemps. Mhm. On produit du tilleul. On va produire du toute fleur d'été, qui est là vraiment traditionnellement ce qu'on appelait, en tout cas quand j'étais gamin, le miel de Savoie. Oui. Donc c'est un miel qui est plutôt foncé et qui a un petit caractère. Oui. Et on termine la saison en règle générale par le châtaignier. D'accord. Voilà, qui là pour le coup est vraiment caractériel. Et donc, en couleur, en goût, ils sont assez forts, Alors, ces miels-là? Le miel de châtaignier est un miel qui est brun, Brun. qui est plutôt liquide et qui va être dans les palettes de goût d'amertume. Oui. D'accord. Donc alors moi c'est mon miel préféré, donc je suis pas très objectif, mais c'est Non, mais un bon, c'est très intéressant. très bon miel. Parce qu'on n'a peut-être pas tous goûté cette diversité de miel. Et puis après, je fais l'haute montagne qui là est plutôt riche en thym serpellet et pilobe. Donc qui sont D'accord. des fleurs d'alpage. D'accord. Donc, les miels sont en pot. Ce sont des pots de quoi, 250 grammes à peu 250, 500 kilos. près Oui. Voilà, c'est. Ensuite est venue une diversité, on va dire, sur une gamme même d'autres produits, Ouais. comme la confiserie, puisque là, c'est vrai que ce soir, tu nous as aussi apporté des bonbons au miel. Hein. Alors bonbons au miel maison. Maison, bien sûr. Je le précise parce que c'est. On n'est pas tous On les trouve de tout. On trouve de Peut-être, tout. c'est Alors ça, on hein. trouve de tout dans le miel, mais Mm. voilà, tous les apiculteurs qui vendent des bonbons ne sont pas forcément producteurs parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre au point, qui est très compliqué à fabriquer. Pour la petite histoire, j'ai travaillé un peu plus d'1 an pour trouver le bon dosage sur les bonbons pour pas qu'ils collent, pour qu'ils soient suffisamment durs, qu'ils soient et avec un taux de miel quand même suffisant. D'accord. Un bonbon au miel dans le commerce, en général, il contient 12% de miel. Oui. Nous, on est à peu près à 17%. D'accord. Voilà, donc. Donc le reste, c'est du sirop de glucose. C'est quoi alors moi, je n'utilise que du sucre. Du sucre, je veux Ouais, dire. mais en principe, c'est plutôt du sirop de glucose. D'accord. Voilà. Et après, on a. En fait, ça vient de mon modèle économique. Je voulais rester sur une petite exploitation Oui. pour pouvoir m'occuper correctement de mes abeilles. Oui. Et du coup, il a fallu que je développe d'autres sources gamme. de revenus. Mhm. Donc on fait effectivement des confiseries. Donc là on a les bonbons. Pendant les périodes de Noël, je fais des pains d'épices. D'accord. Et puis là, je travaille sur du nougat. Du nougat. Alors, pour Ok. l'instant, il n'est pas au point. Mais, Bien vu. mais voilà, ça va venir. J'ai le même souci avec les bonbons. Donc, Bon, moi, je veux bien goûter donc les ça- desserts. c'est bon, le nougat. Hein le nougat, c'est bon. Hervé, Ouais. on irait bien Le pain goûter. Hein. d'épices, il est déjà très bon. Non, le nougat est déjà très bon, mais pour l'instant, j'ai un problème de consistance. D'accord. Donc, Trop mais mou, trop dur. je travaille trop mou. Pour l'instant, il est vraiment trop mou. Après, il faut peut-être aussi trouver les. Tout dépend à quoi on le fait. Oui. Hein, faut encore trouver des produits d'ici. Parce que des amandes Alors- d'ici, on n'en a pas. Non. Par contre, on a des noix, on a des noisettes. Voilà. Voilà, donc, et puis, on a quand même. Alors, c'est pas d'ici, mais dans le Val d'Os, il y a des belles cultures d'amandes. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas d'ici, mais c'est pas loin. C'est pas très loin. Mais moi, je prends plutôt le petit Kno noisette. Alors moi le temps passe mais je veux insister aussi sur tous ces autres produits qui sont des cosmétiques. Oui. Puisque j'ai eu un petit coup de cœur aussi sur le site, donc je vais
je vais m'empresser de l'acheter. Donc il y a des savons. Alors, des savons au miel. Des savons au miel, donc tous nos savons sont au miel, hein, parce que c'est quand même le principe. Effectivement, j'ai développé une gamme de cosmétiques. Alors, au départ, c'était très égoïste, c'était pour moi, parce que j'avais des soucis de peau. Je ne supportais plus aucun gel douche, et après avoir, je crois, épuisé tout ce qui se fait en hypoallergénique, ce qui fonctionne bien pendant un mois, mais après les problèmes revenaient. Je me suis penché sur les vertus du miel, que je connaissais, mais effectivement, je m'étais jamais posé la question de faire des cosmétiques au miel. Et je me suis lancé. Et c'est pas mal, hein? Et c'est plutôt pas mal. On a donc alors. On est tombé un petit peu dans la mode, dans le temps de la mode des savons saponifiés à froid et de la cosmétique artisanale, mais on est encore dedans. Mais on est complètement dedans même. On est dedans. Je crois qu'il y a un savonnier tous les jours qui s'ouvre. J'en ai rencontré samedi aussi, donc voilà. Mais ils font tous de très belles choses. Ils font tous de très belles choses. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc on a essayé j'ai essayé d'apporter vraiment une déclinaison sur le miel, parce que pour les vertus du miel, ne serait-ce que si on prend un savon, la problématique du savon saponifié à froid, même d'un savon dit savon de Marseille, c'est qu'on va avoir un effet tiraillement sur la peau. Ça, c'est dû au pH du savon. Le savon est très basique, alors que la peau est plutôt acide. Le miel étant très acide, en fait, on va réussir à rééquilibrer le pH du savon et l'amener au plus près du pH de la peau. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un savon doux sans être obligé de faire un savon sur gras. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un savon sur gras, on va perdre en efficacité détergente, mais de lavage. Quoi. De lavage, donc voilà. Et puis après, une fois que j'étais parti sur les savons, pourquoi ne pas décliner toutes les vertus cosmétiques de la ruche. Il y a le miel, mais il y a aussi la cire. Et notamment, je fais différents baumes. Là, j'ai amené un baume à lèvres. Alors avant le baume, on a le shampoing. Le shampoing qui est dur, à vrai dire. C'est un shampoing solide, oui. Donc solide, qu'on peut transporter partout. On peut transporter partout. Même dans l'avion, à vrai dire. Bagage main. Hein? Donc ça, c'est génial. Ouais. Il passe en bagage main, et là encore, en fait, on a un shampoing. L'argile blanche avec combien on a combien on a de miel là-dedans? 4%. 4% de miel de Savoie. On a 4% de miel de Savoie. Sur 60 grammes de savon, de shampoing. Et on a également, il est fait avec de l'hydrolat d'ortie que je distille moi-même. D'accord. Ouais. Super. Donc, et après, donc, on a ces fameux baumes. Baumes. Alors là, j'en ai un, c'est notamment le film Festival des Arcs. C'est une commande qu'on a eue, que j'ai eue l'année dernière pour le Festival du film des Arcs. Ça, c'est une super idée. Alors, d'offrir des baumes. Pas comment ils m'ont trouvé, mais l'important c'est qu'ils vous aient trouvé. Exactement. J'ai eu une bonne surprise. Et puis il y en aura sûrement d'autres. Il y en aura sûrement d'autres. Alors, ce sont des baumes à lèvres. Ça, c'est une super idée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, mon petit coup de cœur, c'est le doux baiser à l'huile de coco betterave. Je peux même le dire un peu avec une voix sensuelle. C'est le doux baiser à l'huile de coco betterave orange. C'est ça. Oui. Et cire de Méruche. Eh bien, celui-là, je savais pas le dire. C'est quoi c'est quoi exactement? Le doux baiser? Non, la cire. La cire? Oui. La cire, en fait, c'est la structure. C'est une évidence. Hein. C'est la structure de l'habitation des abeilles. Ok. En fait, elles s'en servent pour faire leurs alvéoles. Elles s'en servent également. Ah oui, d'accord. Une fois que le miel, la cire qu'on travaille, que les apiculteurs travaillent, c'est la cire d'opercule. La cire d'opercule, c'est la cire qu'elles vont fabriquer pour isoler le miel quand elles le conservent. D'accord. Donc, on connaît déjà des propriétés qui sont importantes et qui peuvent être. Alors, les baumes à lèvres, franchement, c'est génial. C'est tout petit comme ça. Ça se glisse de partout. Et puis, ça permet d'avoir des lèvres en bonne santé. Bien protégées et bien hydratées.
En tout cas, Nicolas, bravo Nicolas Chapuis, c'est donc la marque Nature et Malice, et c'est au singulier. Où est-ce qu'on retrouve ces produits? Eh bien, dans des marchés. Dans des marchés, je fais le marché de Chambéry normalement tous les mardis matins. Le mardi matin, Le d'accord. mardi matin, et de temps en temps le marché d'Aix, et je fais les marchés du Bourget du Lac et les nocturnes du Bourget du Lac et d'Aix-les-Bains en été. À Trévignin de temps en temps. À Trévignin, de temps en temps des marchés, mais surtout le miel à la fromagerie, bien évidemment, de Trévignin. Le miel, vous le retrouvez voilà à la fromagerie. Donc natureetmalice.com, il y a un site internet, vous pourrez avoir plus d'informations. Le temps nous manque pour développer encore, mais tu es le bienvenu quand tu le souhaites, pour justement parler un petit peu de tous ces produits cosmétiques qui doivent faire du bien à la peau. En tout cas, moi je te verrai un mardi matin sur le marché de Chambéry. Et merci encore à tous les deux. Encore une bien belle émission ce soir. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous êtes fidèles. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur Radio Grand Lac, dès 18h30, avec de nouveaux invités, des invités de notre territoire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. C'était Hilde et votre émission Il y a du terroir sur la table, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Au revoir.